RFI et France 24 présentent Radio Foot International. le Café des Sports, spécial Coupe d'Afrique des Nations. Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous du Café des Sports. Nous sommes là pour plonger tous ensemble dans la 35e CAN, la 35e Coupe d'Afrique des Nations qui débutera dimanche, dans 2 jours donc. Et nous serons ensemble aujourd'hui pour en parler, pour préparer le terrain et aussi tous prêts à se passionner pour ce mois de compétition, tous dans des starting blocks. Et puis vous le remarquez, il y a des jolies couleurs dans le studio, une nouvelle musique, tout est nouveau pour plonger tous ensemble dans la CAN. Et nous avons un invité spécial aujourd'hui qui a pris le siège des invités. Il s'appelle Youssouf Moulombou. Bonjour Youssouf. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Youssouf, vous avez été capitaine d'une des sélections de la CAN. Vous avez disputé plusieurs éditions, 3 éditions avec les Léopards. Exactement. Vous étiez leur capitaine notamment en 2015. Et vous allez vous prêter au jeu du Café des Sports parce qu'il y a un Camerounais qui vous attend, je suis sûre, au coin du bois. Bonjour Rémi. Bonjour Annie, bien À évidemment. Lyon, un léopard, ça va fighter? Oui, ça va. Vous savez que nous, on a commencé ces compétitions-là souvent entre le canon de Yaoundé et bien sûr le Vita Club. Et vous connaissez comment est-ce que ça se passait toujours. Vous aviez les Mayele, mais nous, on avait les Théophile Abega. Et on vous filait un peu avec un bon gardien là qu'on avait surnommé Siam Passoir. On lui mettait un peu 6-0. Ah, les pauvres du bon Cameroun. Oh. Ça commence bien, ils sont copains, on verra combien de temps ça dure. Bonjour Xavier Barré. Bonjour Annie, Rémi Ngono qui s'est déclaré supporter des Léopards la dernière fois. Oui. Donc oui, il est bien prêt sûr. à retourner sa veste comme d'habitude dès que le... Mais c'est un léopard. Oui, mais justement. Dès que Eh ben, il est là pour l'invité se lui dire, fait plaisir, justement. il tourne sa veste. Non, il ne tourne pas sa veste. Je crois qu'il est pour le fait qu'il représente l'Afrique un de Oui, plus tout à fait. à la prochaine Coupe du Monde. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie. Alors, est-ce que nos auditeurs internautes sont prêts à canner avec nous? Ah ben ils sont chauds bouillants, ça y est, on y est, la CAN qui va démarrer. C'est Calvin Faka qui a lancé les débats. Premier message qui est arrivé sur le Facebook Live. Moi je pense, ça va faire plaisir à Youssouf, je pense que la RDC va remporter la CAN. Faites capture d'écran, il me dit. Bon, on enregistre en plus et c'est filmé, donc il n'y a pas de problème, on s'en souviendra. Dans les débats du jour, nous commencerons évidemment par cette CAN, une CAN royale. Les Marocains sont prêts à accueillir l'Afrique chez eux autour de la Coupe d'Afrique des Nations, donc si convoitée, avec des installations dignes de cette grande fête, et pour le Maroc, des ambitions bien au-delà du continent. Ces lions de l'Atlas sont déjà sous pression pour décrocher un titre qu'ils attendent depuis près d'un demi-siècle, avec de nombreux concurrents comme les champions en titre, les Ivoiriens, ou alors les Lions sénégalais, et puis bien d'autres concurrents bien sûr. Jour de Cannes, un entretien de RFI à suivre avec Arsène Kouassi, un jeune défenseur burkinabé qui rejoint les étalons pour sa première compétition africaine. Et puis nous reviendrons à nos moutons du quotidien aussi. Dernier match de l'année pour le Real de Madrid en Espagne, au Bernabéu face au FC Séville. Xabi Alonso verra-t-il 2026 sur le banc des Merengues? Et le buteur star du club, Kylian Mbappé, va-t-il dépasser un record établi par le grand CR7? Nous en parlerons. N'oubliez pas, vous pouvez nous écouter à travers le post ou en podcast tout au long du week-end. Nous regarder aussi en direct ou nous revoir sur la chaîne Facebook, sur Facebook aussi notre page Facebook de RFI Radio Foot et puis sur France 24. Au générique de cette émission, David Finzel et Laurent Salerno qui m'ont aidé à préparer l'émission, Souel Kedir et Yann Bourdela pour ce qui est des moyens vidéo. Le Café des Sports, les débats sont ouverts.
Il est mignon, Assad. Il nous dit bonjour puisque c'est lui qui accueillera cette petite mascotte qui accueillera tout le monde du côté du Maroc, car l'Afrique a rendez-vous au Maroc. Et déjà, eh bien, les lions, les panthères, les guépards, les éléphants, les aigles ou encore les fennecs ou les pharaons s'installent dans le royaume chérifin en espérant tous, évidemment, y rester jusqu'au 18 janvier, et c'est-à-dire jusqu'à la date de la finale, bien sûr, de cette 35e édition. Le Maroc a mis les petits plats dans les grands pour cette compétition qui se veut une compétition ou une répétition, surtout avant la Coupe du Monde que le pays accueillera dans 5 ans. 6 villes et 9 stades modernes ou modernisés sont prêts donc pour les 52 matchs à venir. Et les hôtels, les aéroports, les trains sont eux, à la disposition des supporters et puis de tous ceux qui vont suivre les 24 équipes nationales qualifiées. La CAF promet, comme à chaque fois, la meilleure des CAN. Mais le Maroc peut-il mieux faire qu'il ne l'a fait en Côte d'Ivoire? Alors ça, on le voit de loin, mais Youssouf Mouloumbou, vous qui avez disputé plusieurs CAN, est-ce qu'à chaque fois, vous avez vu finalement s'améliorer les critères et l'organisation? Oui, forcément, il y a une volonté de la CAF de faire un peu mieux sur chaque CAN, mais je pense que la politique du gouvernement marocain qui a été mise en place avec les stades, les transports et les hôtels, et surtout la numérisation de tout ce qui est billetterie et de tout ce qui est transport, je pense que ça va être une CAN royale pour le Maroc. Rémi, l'Afrique a rendez-vous au Maroc. Le Maroc, on a presque envie de dire logiquement hôte d'une compétition. Il y avait eu le raté de 2015 avec un problème lié à Ebola et le Maroc au dernier moment n'avait pas accueilli la CAN. C'était la Guinée équatoriale qui l'avait fait d'ailleurs très bien. Est-ce que selon vous, ça devenait logique d'enfin profiter tous au même moment des installations que le Maroc met souvent à disposition des équipes africaines? Quand on regarde aujourd'hui les compétitions africaines, vous allez constater qu'il y a 2 pays qui accueillent presque toutes les équipes, toutes les nations. Le Maroc et la Côte d'Ivoire. Cela veut dire tout simplement que vous allez voir, il y a beaucoup de Alors stades qui n'ont c'est pas récent été... qu'il y en ait n'ont 24, pas, jusqu'à voilà, présent n'ont c'était pas 16 été, seulement. voilà, n'ont pas été homologués. Et parce que c'est un vrai bond que le Maroc a fait. Parce qu'il faut quand même se dire que les premières grosses installations qu'on pouvait voir en Afrique, c'était justement lors du Mondial 2010 en Afrique du Sud. Or, lorsqu'on voit ce qui s'est passé avec le Maroc, que ce soit le centre de formation, qu'il faut-il le dire, des filles quasiment Clairefontaine, quand on essaie de regarder ce qu'ils essaient d'apporter, et même que ce soit à partir de la catégorie des minimes jusqu'à donc le football, aujourd'hui est beaucoup arrosé là-bas. C'est vraiment un pays de football. Et puis, je crois que tous les pays africains se ressentent presque chez eux au Maroc, parce que, comme j'ai dit, beaucoup de pays ont eu à accueillir leur match au Maroc, et c'était sans beaucoup de difficultés. Et puis, il y a beaucoup de partenariats. Je crois que c'est 47 fédérations africaines sur les 54 qui ont lié des contrats de partenariat avec le Maroc, justement, qui les aide, qui les soutient aussi. C'est ça qui est très nouveau. C'est que la fédération marocaine, qui il y a 10 ans refusait d'accueillir l'Afrique avec les problèmes de maladies et d'épidémies. Oui, aujourd'hui, qui paraissait un peu réticente, réticente à ouvrir aux problèmes finalement du continent. Exactement, est devenue aujourd'hui un interlocuteur et un partenaire indispensable à de très nombreuses fédérations africaines. Et ce changement complet de politique de la part du gouvernement marocain, qui porte ses fruits bien sûr, fait que leur objectif en fait, derrière cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est clairement la Coupe du Monde qu'ils vont co-organiser avec le Portugal et l'Espagne, et avoir la finale, puisqu'ils construisent un stade qui sera le plus grand du Alors pour l'instant, continent. Ça n'a pas été décidé. Ça n'a pas été décidé. Donc évidemment, cette Coupe d'Afrique des Nations rentre dans le cadre de ce test-là, puisqu'on ne sait pas encore si la finale aura lieu à Madrid, à Lisbonne, à Barcelone ou à Casablanca. Mais s'ils construisent un stade de 115 000 places, c'est aussi pour avoir la finale de la Coupe du Monde 2030. Et donc là, ce stade, il n'est pas fini, donc il n'hébergera pas de match de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais il y a cette arrière-pensée de dire on fait la CAN, la plus belle CAN de tous les temps, et derrière, on aura forcément
un soutien plus important pour accueillir la finale de la Coupe du Monde en 2030. On a l'habitude que ce soit la CAF ou la FIFA, à chaque fois on promet la plus belle compétition ça, c'est normal. De tous les temps. Ça, donc, c'est normal. C'est un peu une hiérarchisation qui on oublie vite. Je crois que la CAN, oui, non, mais la CAN de Côte d'Ivoire, on a tous été. Mais celle du Cameroun, j'ai entendu le président de la CAF dire que c'est la plus belle CAN de tous les temps. Et quelque temps, pendant qu'on était en train de danser, on voit le mec qui est en train de dire en Côte d'Ivoire, c'est la plus belle CAN de tous les temps. C'est pas possible. Et on a eu des très beaux événements. Il y a aussi celle du Maroc n'a même pas encore commencé. Lui, il a déjà commencé à dire le Maroc va organiser la plus belle CAN de tous les temps. Donc finalement, 3 CAN deviennent les plus belles CAN de tous les temps. Il y a un vrai souci avec les stades qui sont construits. Il y a l'ambiance aussi qui est créée par la population, par l'organisation et qui donne aussi ce petit. Pour l'instant, il n'y a pas eu une véritable ambiance au Maroc. Contrairement à la CAN en Côte d'Ivoire, il y avait beaucoup de l'ambiance. C'est à peu près comme si la RDC organise une CAN. C'est véritablement les pays où on vit, on aime le fimbou, la danse, les coups de rein et tout ça. Pour l'instant, peut-être que nous ne sommes pas encore de plein pied. Oui. On attend ce qui va se passer. Et puis, comme c'est un pays d'ailleurs touristique, certainement, sans l'ombre d'un doute, ça va créer une émulation et une ambiance pas possible. Un de nos invités dans Radio Foot cette semaine, c'était les conditions atmosphériques, parce que c'est vrai que souvent, que ce soit au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, il y avait ce côté aussi un peu estival qui fait qu'on est souvent facilement dans la rue, devant les écrans, en terrasse, et que cette ambiance aussi peut se sentir, alors que là, il fait quand même plus frais du côté du Maroc. Ouais. Il y a beaucoup plu ces derniers temps, donc peut-être que l'ambiance met un peu de temps à s'installer. Mais Frédéric, mais sur les infrastructures, ce que disait Rémi, toutes ces équipes qui depuis 2-3 ans vont jouer leur match en Côte d'Ivoire ou au Maroc, on est arrivé presque à un paradoxe. Vous avez des fédérations, pour elles, c'est plus simple de dire qu'elles aillent jouer leur match au Maroc plutôt que de rénover son propre stade pour le mettre aux normes FIFA ou aux normes de la Confédération africaine de foot, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Il y a des visites d'inspection. Et on trouve de bonnes infrastructures. Le climat, les équipes, elles aiment bien être en stage au Maroc. Et c'est devenu presque une habitude et presque normal d'aller jouer ces matchs de qualif au Maroc. Un terrain de déroutement. Nos auditeurs sont-ils déjà... Alors, on danse pas le fimbou là-bas, mais est-ce qu'ils sont déjà dans la tonalité marocaine? Dans la tonalité de supporters, on va dire. Si on est sénégalais, on les voit soulever la coupe. Si on est algérien, pareil, il y en a pour tout le monde. Un grand favori de la CAN, c'est le Sénégal, nous dit Walid Diouf. Les Lions de la Teranga. L'Afrique qui se conjugue au Maroc, on peut dire également, la CAN, c'est la meilleure compétition africaine et de loin. Oui, et c'est une grande fête. Alors, les sélections se mettent en place, bien sûr, sur le territoire marocain, mais les équipes de RFI aussi, puisque vous le savez, 30 matchs seront diffusés sur l'antenne, et au-delà des matchs, il y aura aussi tous nos reporters pour donner la tonalité de l'ambiance, de ce qui se passe dans les villes hautes ou dans les stades. Un de nos reporters est déjà arrivé sur place et vous allez voir, il nous envoie déjà quelques effluves de l'attente que suscite cette compétition. Il est à Casablanca, il s'agit de Thomas de Saint-Léger. Bienvenue à Casablanca où il ne fait pas très chaud, on doit sortir le coupe-vent, mais je vous rassure, la fièvre de la CAN monte doucement et sûrement. On s'en est bien aperçu hier avec la victoire de la sélection marocaine engagée dans la Coupe arabe, avec ces scènes de liesse toute la nuit, les klaxons, les gens sur les voitures. Le football ici est très important, la fête est lancée, la CAN est partout dans les rues. Vous pouvez voir un certain nombre de fresques comme ici, jusque derrière moi, à la gloire des joueurs marocains, avec aussi le trophée de la compétition. Vous voyez un certain nombre, énormément même de panneaux publicitaires avec des réclames en lien avec la CAN, que ce soit pour les pâtes, que ce soit pour le téléphone portable, les voitures. Tout est en rapport avec la compétition qui débutera, pour ce qui est de Casablanca, par un match Mali-Zambie lundi. Alors on vous donne rendez-vous ici. Et voilà, alors avant qu'il n'y ait le match du Mali et de la Zambie, et notamment commenté par Thomas de Saint-Léger, il y aura avant
le coup d'envoi, bien sûr, de la compétition. Ça sera entre Maroc et Comores dimanche en fin d'après-midi. Et Hugo Moissonnier, qui est déjà sur place, en parlera dans Mondial Sport largement. Vive les Comores, allez les Verts, nous dit Moussa Mariama. Ah non, mais comme ça. C'est les Comores qui vont gagner là. C'est possible. Okay. Mais Rémi, vous le savez, les matchs d'ouverture, parfois, il y a des scénarios inattendus. Je crois que la France s'en souvient depuis 2002, mais il y a l'Argentine qui s'en souvient depuis 1990, et il y en a d'autres. En tout cas, le scénario sportif, je pense que vous serez tous d'accord avec nous, sera quand même difficile à imiter. Ça sera difficile d'imiter celui que nous a offert la Côte d'Ivoire et la dernière CAN, n'est-ce pas ? Difficile ou impossible de faire aussi bien que ces éléphants qui ont failli être éliminés en phase de poule et qui finalement vont remporter ce trophée doré, en dépit d'ailleurs d'un changement de sélectionneur en cours de parcours. Cette fois, la charge est sur les crinières des Lions de l'Atlas, car jouer à domicile peut être synonyme de victoire, comme donc l'ont fait les éléphants, mais on se souvient qu'on commentait beaucoup en se disant ça porte presque malheur d'organiser et d'être le pays organisateur parce que depuis l'Égypte en 2006 et la Tunisie en 2004, les équipes ne gagnaient pas à domicile. Est-ce que ce favoritisme, selon vous, Youssouf Moulombou, est bien placé sur le Maroc ? Il est bien placé sur le Maroc, mais il est encore plus placé sous la tête de Regragui. Je pense qu'il a une pression supplémentaire parce qu'on attend vraiment un sacre de la part de cette équipe, sachant qu'ils ont fait les demi-finales de la Coupe du Monde et qu'ils ont toujours bien participé à cette CAN. Mais ils sont favoris parce qu'ils accueillent la compétition, ils sont favoris parce qu'ils accueillent la compétition, mais dû aussi à leur effectif. Et je pense que Regragui, il sait qu'il joue sa tête, tout simplement, dans cette compétition. Donc, ça va être une pression supplémentaire. On peut rappeler qu'ils n'ont remporté le tournoi à la CAN qu'une seule fois, les Marocains. 1976. Ça fera 50 ans dans quelques jours. On va basculer en 2026. Sachant qu'ils ont un effectif un peu bien ample avec des joueurs du Real Madrid, avec des joueurs qui jouent comme Achraf Hakimi qui est arrivé 5e au Ballon d'Or. Je pense que cette pression-là... Oui, et puis qui est champion d'Europe, qui est meilleur joueur africain. Mais qui est blessé. Il reprend tout juste l'entraînement, Achraf Hakimi. Ouais, il a annoncé en conférence de presse samedi, juste avant le match, avec Regragui. Donc on en saura peut-être un peu plus. Rémi, est-ce que avoir le saut comme ça du pays organisateur et du pays favori, de la nation favorite, est-ce que c'est lourd à porter ? Est-ce que ça peut être un problème pratiquement pour les joueurs ? Je crois que c'est un gros problème quand on est favori et qu'on organise. Parce que vous avez entendu, le président de la fédération marocaine, Fouzi Legja, a dit c'est pas qu'on veut gagner, c'est qu'on doit gagner. Et là, c'est mauvais parce que je peux dire, on pouvait voir ça avec, par exemple, le Cameroun en 72. On avait la meilleure équipe, les plus beaux stades, puisque le Cameroun avait quand même le premier stade synthétique d'Afrique, c'est-à-dire à Garoua. On avait le stade Amadou Ahidjo, dont on pouvait même jouer en nocturne. Et je me souviens, c'est lui qui est venu marquer un but contre le Cameroun. Le président Amadou Ahidjo était au stade. Et c'était le Congo que le Cameroun avait d'ailleurs gagné en phase de poule 4 et finalement le Congo vient éliminer le Cameroun sur un but de Memba Tostao. Donc j'ai vu la déception de ces Camerounais là jusqu'aujourd'hui. Ils continuent à en parler puisque d'ailleurs on avait demandé au président si on pouvait même éteindre le stade pour que le match soit rejoué. Le président avait dit que non, laissez que le match... Il était debout lui-même. Vous étiez dans la sauce. Oui, on était dans la sauce. Alors, autre chose, parce que toujours, c'est là où c'est dangereux, parce que je vais dire, je ne vais pas revenir sur les épisodes de 65 avec, bien évidemment, la Tunisie, mais... il nous faudrait 2-3 heures. Si on 2019, déjà on est remonté jusqu'à 2019. Alors, 2019, la CAN au Cameroun. Égypte. Vous savez que les 3 compétitions sur les 4 avaient été remportées par l'Égypte. Exactement. Et l'Égypte était donnée complètement favori dans cette compétition-là. Avec Mohamed Salah. Avec Mohamed Salah qui était 8e de finale. 8e de finale. Oui, finale. mais pas le même effectif que le Maroc. Non, attendez, l'Égypte était
Qu'est-ce que tu dis que le Maroc... Et tu ignores que le Maroc avait été battu dans cette compétition-là par le Bénin. Non, il parle du Maroc de maintenant. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux dire là? Et il y avait déjà Achraf Hakimi, il y avait tout le monde. Donc, je veux te dire que ce Maroc-là avait été éliminé par le Bénin. Et le Maroc faisait partie des favoris, tout comme le Nigeria, qui fut également éliminé, le Cameroun qui était détenteur du titre, qui fut éliminé, l'Égypte qui était bien évidemment l'équipe qui venait de remporter 3 CAN sur 4, qui fut éliminé par l'Afrique du Sud. Tu ne peux pas me dire que l'Afrique du Sud avait un meilleur effectif que l'Égypte. Donc aujourd'hui, le Maroc a un véritable problème, c'est qu'ils doivent se lancer parce qu'ils se disent que 67, ça fait très très long. Quand même, Rémi. Ils ont des armes, mais ces armes-là, on a toujours vu, peut-être avec des grandes équipes, vous pouvez avoir des armes, mais vous n'y arrivez pas parce qu'il y a aussi le passé qui pèse sur vous. Il y a un proverbe africain qui dit « Ventre affamé est un lourd fardeau ». Il a fallu attendre une demi-heure pour avoir le premier proverbe. Ventre affamé. C'est un lourd fardeau parce qu'ils n'ont pas mangé depuis 50 ans. Alors, donc franchement, traîner comme ça depuis 50 ans, ils veulent tout dévorer, mais ça risque d'être très compliqué. Xavier, au vu de le Maroc, c'est vrai qu'il est souvent arrivé favori ces derniers temps, aussi parce qu'il avait des bons entraîneurs ou des entraîneurs connus. Je me souviens de Vaïda Edodji, de Hervé Renard. Donc, on attendait cette équipe un peu au coin du bois. Quel concurrent vous voyez à cette équipe qui se présente donc comme favori? Pour moi, le concurrent numéro 1 du Maroc, ça devrait être le Sénégal. Pas les champions sortants? Non, je les mets un peu derrière parce que le Sénégal a quand même prouvé ces derniers temps qu'il était capable de réaliser des bonnes performances contre des équipes de très haut niveau mondial. Ils ont joué contre l'Angleterre à Wembley, ils les ont battus. Ils ont joué contre le Brésil. Alors, ils ont perdu le dernier match, mais ils les avaient battus auparavant. Donc, il y a quand même une équipe du Sénégal qui a fait preuve de beaucoup d'assurance, de maturité lors de ces rendez-vous, lors des éliminatoires. Ils n'avaient pas gagné contre les Léopards de la RDC à Dakar et ils sont allés gagner à Kinshasa alors qu'ils étaient menés 2-0. Avec un calme énorme. Exactement, beaucoup de sérénité, beaucoup d'expérience et des jeunes aussi qui arrivent, le renouvellement qui se fait en douceur. Un entraîneur, je trouve, Pape Thiaw, qui est bien adapté, qui s'est bien adapté, qui a bien pris la mesure de son groupe, qui arrive à le manager, qui l'a renouvelé en douceur. Non, moi, je pense que le Sénégal est le principal rival du Maroc. Quel autre concurrent voyez-vous à cette équipe du Maroc, Youssouf Moloumbo? Vous allez me dire les Léopards. Forcément, les Léopards. Forcément, avec... Il va falloir qu'ils marquent des buts quand même, parce qu'ils défendent bien. Mais... Oui, justement, De Sabre a mis une équipe en place très solide défensivement, et après on a des joueurs comme Bakambu ou Bongena qui font le travail. Après, il y a aussi l'absence de Wissa qui va nous porter préjudice, mais je pense que la RDC a ses atouts. On a montré contre les Lions indomptables et contre le Nigeria qu'on était vraiment une équipe, un outsider, je dirais. Moi, j'ai une petite question pour Youssouf, je peux? Allez-y. Parce que quand il était capitaine de la RDC en 2015, sur les 23, il y avait seulement 5 joueurs nés hors de la RDC. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il n'y en a que 6 nés en RDC. Comment ça se fait qu'il y ait un tel déséquilibre? Alors, je pense qu'il y a une politique qui est un peu assurée par le coach des Abs, où il va chercher des binationaux. Le championnat local a beaucoup de problèmes, et je pense qu'avec les interruptions de calendrier, c'est un peu difficile d'éclore des joueurs qui sortent du championnat local, comme pouvait le faire notre cher ami Claude Leroy. Donc, on va chercher à l'extérieur. Donc, forcément, il y a plus de joueurs qui sont nés à l'extérieur du pays plutôt que dans notre cher Congo. Et à l'image de beaucoup de sélections africaines, bien sûr, qui comptent énormément, parce qu'il y a une cinquantaine de joueurs qui viennent de Ligue 1. Exactement. Et beaucoup sont nés en France, qui vont disputer la CAN, mais aussi il y a une trentaine qui viennent d'Angleterre, et on sait qu'il y a évidemment beaucoup qui viennent d'Europe. Rémi, vous, qui auriez-vous mis, alors on en a déjà cité, mais parmi d'autres concurrents sérieux au titre de champion d'Afrique? Vrai il y aura toujours des outsiders, ça on le sait. Mais là on dit Maroc, Sénégal. Ou alors, qui voyez-vous comme surprise, vous? Qui pourrait créer la surprise? Bon, puisque j'avais déjà parlé du Sénégal et que Xavier Bara en a parlé également, je ne sais pas, parce que comme il est sénégalais, il n'a jamais dit ça. Bon, moi je crois quand même qu'il y a des équipes qui seront aussi difficiles à jouer. La Côte d'Ivoire, même si à l'heure ne sera pas là, c'est une équipe qu'il faut dire est l'une des rares à n'avoir pas encaissé de but.
Oui, faut pas l'oublier. on n'a pas encaissé le but finale, pendant les éliminatoires. Et je crois d'ailleurs que ouais. c'est dans la même optique que se situe aussi la Tunisie. C'est des équipes qui sont très difficiles souvent à jouer, à manœuvrer. La Tunisie, ça ne fait pas beau jouer. Elle mais encaisse très très peu de buts. Elle n'a même pas encaissé. C'est l'Italie Elle n'a pas africaine un encaissé. peu. Mais... Donc aujourd'hui, il y a aussi une équipe qui risque de revenir parce que je crois que les derniers matchs, les dernières qualifications, les dernières CAN ont été très décevantes, c'est-à-dire que l'Algérie. Et je crois que cette Algérie-là aujourd'hui peut avoir un effectif qui est assez bon. Bounedjah peut bien être assisté aujourd'hui de la nouvelle génération qu'on essaie de regarder. Et donc, je me dis, l'Algérie peut aussi faire quelque chose. Moi, j'aurais On n'a pas rajouté parlé d'un géant d'Afrique, quand même, le Nigeria. Ben voilà, j'allais dire. J'aurais Le rajouté Nigeria qui s'est fait sortir des barrages pour la Coupe du Monde. C'est la RDC qui va jouer le barrage. Je préfère mettre la RDC devant le Nigeria. Oui, honnêtement, la RDC. Je pense que quand on parle de Nigeria, on parle que du nom. C'est un nom. Il y a des individualités. Mais ces individualités-là, non. Nous avons une individualité. Chikweze. On dit. Mais c'est pas une équipe. Chikweze, vous avez vu. C'est vrai que c'est pas une équipe. Chikweze est complètement transparent. On ne sait pas. Il ne parvient pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça même que, même pour la Coupe du Monde, les 4 premiers matchs, quand il n'y avait pas Osimhen, ils étaient totalement dans la rue. Quand il n'y a pas Osimhen, il n'existe pas de Nigeria. Ils seront revanchards. Ils se sont fait éliminer de la Coupe du Monde. Je te dis que c'est une énorme expérience. Cette histoire, c'est Osimhen. Quand vous enlevez Osimhen, le Nigeria n'est pas aussi virevoltant que ça d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a un autre proverbe africain que j'ajoute. C'est-à-dire qu'un seul morceau de bois ne fait pas un fagot. Allez, Frédéric, et des réactions, les aigles du Mali, Siaka Koulibaly, oui. il aimerait bien qu'on parle des aigles un peu du Mali, même si lui-même il reconnaît, il dit le Mali va passer par où pour remporter la coupe. Ouais, c'est vrai qu'il y a des adversaires. Normalement, Le Mali joue, le Mali, ça fait 25 a réussi à créer quelque chose. Il faut faire très attention. Quand vous regardez l'équipe du Mali jouer, ça fait 25 ans qu'on dit le Mali, ça joue bien au foot. Mais ça gagne jamais. même quand ils sont éliminés Exactement. par la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'ils étaient en supériorité numérique et peut-être ça a créé un certain relâchement avec, bien évidemment, à la dernière CAN. À la dernière CAN, quand Adingra explose. explose cette histoire du Mali. Mais sur le fond, quand on regarde ce que le Mali a produit, moi je vous dis, cette équipe du Mali est parmi les 5 meilleurs en Afrique. Mais elle est frustrante. Oui, mais ils devraient rencontrer frustrante. le Sénégal en quart de finale si la logique est respectée. Donc, ça sera compliqué pour eux d'aller plus Et loin. Bekaiba qui nous dit, vous savez quoi ? Une canne n'est jamais gagnée d'avance. Eh ben, il a bien raison. Parce que le favoritisme, c'est toujours très difficile de faire des pronostics. Il y a donc des joueurs qui viennent de la Ligue 1 et on va en écouter un. Il a 21 ans et s'apprête à disputer sa première CAN, l'étalon Arsène Kouassi, qui défendra au Maroc les couleurs du Burkina Faso, lui qui joue en Ligue 1 dans le club de Lorient comme latéral gauche. Alors à quelques jours de la CAN, Arsène Kouassi a répondu aux questions de notre reporter du service des sports, Baptiste Leduc. Le dernier rassemblement, il était très positif pour les étalons. Donc, Oui. Ça rassure avant de commencer une compétition. Du coup, c'est quoi un petit peu les objectifs du groupe, les ambitions? Oui, c'est clair que c'était un moment particulier parce que c'était mon deuxième match amical avec le Burkina. J'ai fait 2 passes D, je me souviens. J'étais vraiment très content. Et l'ambition du groupe, c'est de faire bonne impression à la CAN. Pourquoi pas la remporter parce qu'on a des joueurs capables, on a de très bons joueurs. Donc, c'est possible, mais après, c'est à nous de faire les choses bien, de continuer à travailler, rester positif pour pouvoir arriver loin à cette CAN. Il y a quelques mois, tu parlais déjà à mes confrères à RFI, tu disais que c'était un grand rêve pour toi de participer à cette CAN avec le Burkina. Tu touches ce rêve du doigt. Comment tu te sens dans ce groupe que tu découvres, mais dans lequel tu t'imposes de plus en plus? Bah, je suis vraiment très content. Je suis vraiment très content parce que je vois que les efforts portent ses fruits parce que ça n'a pas été facile du tout. Je travaille, je bosse. J'ai pas tout le temps été récompensé, mais là, de savoir que je suis proche de réaliser ce rêve-là aussi parce que ça fait partie de mon rêve et je suis très content. J'ai hâte que ça arrive le plus vite possible. Un petit mot alors sur ces étalons, parce que Arsène Kouassi dispute sa première compétition. Les étalons, ils nous ont souvent agréablement surpris, Youssouf Moulombou. Oui, c'est une bonne équipe avec un Bertrand Traoré qui fait des bonnes compétitions. Exactement. Mais c'est une équipe qui se cherche souvent un peu à l'instar du Mali. Donc
voilà, on va voir comment ils vont rentrer dans cette compétition. Les premiers matchs, forcément, seront très importants pour voir après la progression dans cette compétition. Mais je ne mettrai pas une pièce sur le Burkina Faso. Oh là là. Malheureusement. Ils sont dans le groupe avec l'Algérie, le Soudan. Oui. C'est un groupe assez Et la ouvert. Guinée Et après, il y a des équatoriale. matchs coup près, hein, 8e, quart, demi-finale, ça fait... Il y en a 4 à gagner après les poules. Normalement, ils sortent 2e de leur groupe et ils ont en 8e de finale la Côte d'Ivoire. Donc déjà, c'est un programme qui s'annonce compliqué pour eux. Mais c'est une équipe qui est capable de faire des bonnes cannes de temps en temps. Ils l'ont fait en 2019. En 2022. En 2022 au Cameroun, ils vont en demi-finale. Ils vont en demi-finale avec Dango Ouattara qui était fantastique, Blati Touré au milieu qui était très bon et qui sont toujours là. Donc c'est une équipe avec des joueurs qui ont l'habitude d'évoluer ensemble. On va voir comment Brahma Traoré arrive à les motiver, à les préparer. On sait que Rémi aime aussi les étalons, on l'a souvent vu avec son maillot des étalons. En tout cas, le Burkina Faso entrera en piste le mercredi 24 décembre. Ça sera à 15h30 et ça sera face à la Guinée équatoriale. Quelques messages burkinabés. Et c'est le même jour que le Cameroun, lui aussi joue. Eh oui, mais oui. Ah oui, le 24. Mais il joue avant. Oui, Il joue c'est avant. ça. Ça va, vous pourrez être supporter des deux équipes, c'est pas en même temps. C'est-à-dire, mais 2 équipes jouent le même jour. Frédéric, pas de burkinabé. Il y a des drapeaux burkinabés. Ah oui, quand même. Il y a quasiment toute l'Afrique là qui qui nous est répond supporter. sur Facebook Live. Les étalons, donc, qui seront parmi les 24 nations attendues au Maroc pour la CAN. Allez, on va délaisser un petit peu la CAN. On va faire un petit tour en Europe, du côté de l'Espagne. Vous chantez, Rémi ? Non ? Oui, j'ai dansé. Dans votre tête. J'étais en train de danser. Je crois que vous avez un allié sur ce plateau qui aime aussi le Real Madrid. On va voir ça. Un dernier match, en tout cas, avant les fêtes. Ça sera demain soir dans son stade et sur sa pelouse à Santiago Bernabéu, où le Real Madrid recevra pour le championnat, la Liga, le FC Séville. On a le 2e au classement contre le 9e. Bon, 19 points les séparent, c'est quand même assez intéressant, mais les Madrilènes ne pourront pas flancher. En tout cas, plus que le résultat, plus que le classement aussi à l'issue de cela, parce que de toute façon, ça sera difficile de rattraper tout de suite le FC Barcelone ou de le dépasser. On regardera l'entraîneur Xabi Alonso arriver par la grande porte, on s'en souvient, après l'été, fort de ses bons résultats en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen. Mais si près de prendre la porte, une autre porte peut-être plus petite, faute d'avoir inculqué le style de jeu voulu à son équipe. Youssouf Moulombou, comment vous le voyez ce Real Madrid avec Xabi Alonso ? Est-ce qu'il sera là, selon vous, en 2026, en janvier 2026 ? Alors moi, je pense qu'ils sont vraiment très durs avec Xabi Alonso. La direction, c'est un Real qui est meilleur que l'année dernière. Ils l'ont voulu, ils l'ont attendu, Exactement. Ils l'ont guetté. Alors, est-ce qu'on lui reproche les résultats ou est-ce qu'on lui reproche sa philosophie un peu plus professionnelle où il tire les joueurs vers le haut pour que tout le monde fasse justement les efforts en même temps ? C'est le problème qui se pose avec la direction. Donc, je pense qu'ils sont assez durs. Il est 2e. Ils sont encore qualifiés en Ligue des Champions. L'équipe tourne mieux. On a retrouvé un Rodrigo. On voit que Youssouf est supporter du Real. Parce que moi, je n'ai pas vu les mêmes matchs. Franchement. On a retrouvé un Rodrigo qu'on avait perdu l'année dernière. Et je pense que petit à petit, le Real se prépare, comme d'habitude, sur la 2e phase, à être un Real tueur. Comme la saison dernière. Non, pas comme la saison dernière, mais comme les saisons précédentes. Moi j'ai été très déçu par leur match contre Alaves, alors qu'ils avaient concédé 2 défaites coup sur coup contre le Celta de Vigo puis contre Manchester City en Ligue des Champions. Et bien là, en championnat contre Alaves, ils font un match médiocre, ils le gagnent de très peu. On est d'accord alors. Ouais. Mais au niveau du jeu, c'est mieux que l'année dernière. En coupe, ils jouent contre une équipe de division inférieure, ils gagnent finalement
pas si largement que ça. 3-2. Mbappé joue pour battre un record, on va en parler, au lieu de se reposer et de laisser jouer les autres. Enfin, je trouve que non, la situation n'est pas du tout maîtrisée. Et je pense que Xabi Alonso a perdu la main par rapport à ses stars, parce que il sait que... Après le dernier match de Ligue des Champions, alors qu'ils ont perdu, on l'a entendu... Ça, c'est du discours. Mais quand vous voyez comment ça joue... Oui, mais ça, c'est parce que, justement, quand vous voyez comment il joue, on se rend compte qu'il ne joue pas du tout comme Xabi Alonso faisait jouer ses joueurs à Leverkusen et comme il essayait de le faire en début de saison. Et pourquoi ils ne veulent pas ou ils comprennent parce que je pas pense qu'ils veulent pas et qu'il s'est rendu compte que malheureusement ce vestiaire est ingérable. Enfin, il n'est pas gérable comme il voudrait le gérer. Donc, comme il veut garder sa place, il se dit peut-être je vais attendre un peu, voir comment ça se passe. Et comme le président veut pas le virer parce qu'il sait pas qui mettre de toute façon, ils vont continuer comme ça cette saison. Donc ça va être une saison blanche encore et sèche comme la saison dernière. Et puis ensuite, la saison prochaine, il pourra faire le recrutement qu'il veut afin d'avoir l'effectif qui correspond au jeu qu'il veut faire pratiquer par le Real. La parole est à la défense. Rémi, après de telles attaques, sortez-nous vos proverbes. Parce qu'on l'a entendu pendant au moins 2 ans, ce Xabi Alonso, en nous disant que c'était le meilleur entraîneur du monde. Mais vous avez donné, justement, c'est pas la défense. Ça, c'est... Malheureusement, nous sommes en plein Noël, mais celui-ci, il devrait être justement le procureur de Judée pour la crucifixion du Christ. Mais c'est pas possible parce que... Non, là, c'est la naissance du Christ, Rémi, c'est pas la crucifixion. Non, mais c'est ça qui dit que c'est lui, il a confondu Noël à Pâques. Donc, aujourd'hui, moi, je crois que Xabi est arrivé. Est-ce que c'est mauvais ce qu'il fait? Je ne pense pas. Dans la mesure où il a encore les mêmes difficultés que... par exemple, Ancelotti pouvoir avoir. Lorsque vous avez une foultitude de blessés de cette envergure-là, il est quasiment impossible de faire un match sans encaisser de but. D'où viennent les raisons de tant de blessures, Rémi? Ah oui, c'est ça la question. Ça fait 2 ans qu'ils sont tous blessés à Madrid, là. Oui, mais là encore, je ne vais pas me lancer dans le charlatanisme pour dire tout simplement que ça existe comme ça des périodes et on a d'ailleurs dû changer de préparateur physique. Donc, cette fois-ci, je dis que il y a eu trop de blessures, mais en même temps, ça vient aussi de l'usure parce que j'en ai déjà parlé de certains joueurs qui, à dire vrai, on ne pourrait même plus être dans l'effectif du Real, tel que Alaba, même Rudiger, ce n'est plus... Bon, il fait déjà la guerre contre le Real, ce n'est plus contre les autres, parce que généralement, c'est lui qui concède toujours des pénaltys. Donc, pour moi, aujourd'hui, cette équipe est en train de rebâtir et on a pu constater que Xavi est en train d'épuiser même aussi au niveau de la réserve. Parce qu'il faut quand même se dire que ce sont ces gens-là qu'on découvre aujourd'hui comme des latéraux et tout ça. L'année dernière, c'est Asensio qui tenait la défense. Lorsque vous vous retrouvez dans une équipe comme le Real et que vous n'avez qu'un seul défenseur central, quoi que vous fassiez, vous allez être mis en difficulté. Oui, mais Rémi, quand ça arrive à Barcelone, eh bien, on va piocher à la Masia, on sort un pas au coup Barcy et il est opérationnel. Et quand ça arrive au Real, eh bien, ils sont perdus, les pauvres. Alors, Rémi, je voulais juste dire à Xavier Barret que malgré tout ça, la question c'était Xavi, c'est beau avec Barça et tout, sauf que depuis 2015, ils n'ont pas touché à la Ligue des Champions. Ils se font éliminer par n'importe qui. Il y a un proverbe africain qui dit que quand l'aveugle touche le mur, il croit qu'il a atteint la fin du monde. Ici, vous êtes au début du championnat. Vous n'avez rien gagné. Vous remportez la Liga grâce aux arbitres. Qui a gagné le championnat? Qui a gagné la Coupe d'Espagne? Même la Super Coupe d'Espagne. Vous êtes avec des questions. Vous allez descendre en 3e division bientôt. Rémi, ma question était, est-ce que Xabi Alonso sera encore sur le banc au mois de janvier? Évidemment. Ah d'accord. Xavi sera un proverbe, c'est bon. Oui, c'est comme ça. Le Real doit être patient, nous dit cet auditeur avec Alonso. Il a besoin de temps pour pouvoir imposer sa patte. Alors la deuxième question, c'était... La patte de la poule, comme celui-ci, il ne peut pas laisser. C'est-à-dire que quand il s'agit des autres, il dit que non. J'ai une deuxième question. Kylian Mbappé, lui, c'est évidemment un joueur de maintenant, avec des statistiques plein la tête, avec des tableaux Excel plein la tête sans doute, et tout le monde aussi autour de lui. Les journalistes ne sont pas très loin. En tout cas, il lorgne sur tous les records. Il a marqué 58 buts en Liga cette année civile. Cristiano Ronaldo, en 2013, si je ne me trompe pas, avait fait mieux. Il en avait marqué 59. Est-ce qu'il va l'égaler? Est-ce qu'il peut le dépasser? Est-ce qu'il doit le dépasser? Il aura un pénalty si besoin.
soit dit en passant, N'écoutez pas. soit dit en passant, transformer un penalty, ça a terriblement fait défaut à Lionel Messi. Pendant longtemps, donc aujourd'hui, le penalty fait partie du jeu. Voilà. Donc, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est qu'il est très bon. Et surtout dans cette équipe du Real, il faut savoir Real que buteur. le Real, à l'époque, avait Ozil. Aujourd'hui, Mbappé n'a pas des passeurs comme Ozil quand vous essayez de regarder ce milieu de terrain-là. Et quand vous regardez, il est même encore presque le deuxième meilleur passeur. C'est-à-dire que si vous regardez seulement le début de la saison catastrophique du Real, comme on est en train de dire, lui, c'est 28 buts. Et le deuxième qui est là, avec 4 passes décisives, le deuxième buteur du Real, c'est Vinicius, avec 5 buts. Et 7 passes décisives. Donc, Rémi. Donc, pour moi, aujourd'hui, Kylian Mbappé il va l'égaler. Oui, il va égaler. Il va égaler, il peut même dépasser. Contre Séville. Xavier, rapidement. Oui, bien sûr. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que Mbappé soit en train de se Cristiano Ronaldiser. Moi, j'aime le capitaine de l'équipe de France qui essaye de jouer collectif, de s'impliquer dans la vie de son groupe. Et puis là, il est obnubilé par des statistiques d'une autre époque. Donc bon, je préfère le Mbappé en bleu que le Mbappé en blanc. Non, tu n'as jamais aimé L'Oréal. Il y a un proverbe africain qui dit que le renard ne peut pas être consulté comme juge au procès des poulets. Xavier qui nous rappelait qu'il y aurait sans doute un penalty pour Kylian Mbappé demain. Doumbouya, Xavier vous rappelle que le penalty a donné la Coupe du Monde à Lionel Messi. Il avait oublié. Tir au but. Pour terminer, Youssouf, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que Mbappé va égaler Cristiano? Bien sûr, il doit le faire avec cette première partie de saison qu'il fait. Il est stratosphérique et je pense qu'il mérite amplement. Il est déjà soulier d'or européen. Exactement, amplement de dépasser ce record-là. Oui. Ouais. Et vous pensez que c'est bon pour le moral de l'équipe? Je pense que c'est bon pour le moral. Après, je rejoins pas Xavier parce que c'est un alors contexte. Là, c'est un terrain glissant. Ouais, c'est un contexte différent. Son jeu, son style de jeu au Real et son style de jeu en équipe de France. Non, mais c'est un peu paradoxal. Il bat des records. Et il faut savoir que le Real est en crise. 2013. Imaginez-vous si Ronaldo a attendu combien de temps avant d'atteindre ce record-là? Mais Mbappé, 2013. c'est un an. La deuxième saison. Allez, on suivra ça et on y reviendra. Pour l'instant, vite, les cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Vos cartons, chers auditeurs, sélectionnés par David Finzel. Bonjour Café des Sports, c'est Absou depuis National Mauritanie. Mon carton il est très vert à la Fédération marocaine de football qui fait un travail exceptionnel, qui donne beaucoup de résultats extraordinaires. Ils ont gagné hier la finale de la Coupe d'Arabe au Qatar face à la Jordanie 3-2. Et ils avaient gagné aussi U20, Coupe du Monde U20. Et c'est un travail extraordinaire pour le football marocain. Je salue toute l'équipe de Radio Foot, à Xavier Barré, à mon grand fan Rémi Gono. Bonsoir Café du Sport, c'est Steve depuis Kinshasa. Mon carton est vert pour mon équipe Fimbuna Fimbu, le Léopard. Ça s'annonce déjà. Yazimi Euro depuis Brazzaville. Mon carton il est vert pour Antoine Griezmann qui a marqué son doublé en Coupe du Roi après avoir marqué en Liga. Bravo Antoine, félicitations. Je suis Baba Boiré, malien qui aussi depuis Bamako. Aujourd'hui, je donne un carton vert d'encouragement aux aigles du Mali. Alors je vois que beaucoup de vous pensent aux expériences passées, mais moi je pense que vous pouvez le faire dans un monde où le PSG a réussi à gagner une Ligue des Champions. Allez les aigles. Bonjour la famille, bonjour le plateau, bonjour Café des Sports, Revego Kwasi depuis Yamoussoukro. Un carton rouge au Diable Rouge de Manchester United qui vient encore de perdre une seconde chance d'être dans les top 5 du championnat. Salut Radio Foot International, Kamisoko Sekou depuis les Émirats Arabes Unis. Carton vert au Racing Club de Strasbourg pour sa première place en Ligue Conférence. Ciao et bonne émission. Vous allez comprendre l'événement rare qui se passe derrière moi ici. C'est Patrick Amouri depuis la RDC. J'accorde les cartons verts à l'équipe de la RDC qui a remporté son match de préparation contre la Zambie. Nous espérons que cette CAN sera la nôtre.
Merci beaucoup. Bonjour Radio Foot International, moi c'est Yannick Missibidi, je vous appelle depuis le Togo. Mon carton toujours les de couleur verte. Carton vert à l'international nigérien, Ahmed Moussa qui vient de prendre sa retraite internationale avec 111 sélections, 18 buts marqués et 16 pas décisifs. Et aussi il a remporté la CAN 2013 avec le Nigeria. Et de passage, je demande à M. Frédéric de faire son retour si vite possible parce qu'il nous manque tellement. Bonne émission à vous. Je suis Baolese Ness depuis Ouvira, à République démocratique du Congo. Je voudrais bien adresser un carton jaune à l'attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah. Eh bien, les gars, ils continuent à raconter n'importe quoi, ils critiquent l'entraîneur. Au moins, où ils ne se racontent pas que son niveau a même diminué aussi. Merci, bonne émission. Bonjour Café des Sports, c'est Franck Vendo depuis la ville des Ongles en RDC. J'ai un double carton pour l'équipe de PSG, le premier pour l'équipe en général, pour leur sacre face au Flamengo à la Coupe intercontinentale. Le second, c'est pour les Portiris Safonov pour ses 4 arrêts magnifiques. C'est exceptionnel, les cartons verts à toute l'équipe de PSG. Fier de nos couleurs. Salut Café des Sports, je réponds au nom de Diallo Yagouba, parole depuis Kindia en Guinée. Pour cette semaine, je donne un carton vert au Maroc pour les différents stades sortis de terre pour la Coupe d'Afrique des Nations. J'espère qu'avec tous les joueurs que nous avons dans les différents championnats, que ce soit en Europe ou en Afrique, que nous aurons une meilleure édition que les éditions précédentes. Je souhaite à toutes les équipes qualifiées bonne chance. Vive le football africain. Je vous remercie. Eh bien voilà, des beaux cartons envoyés par tous nos auditeurs et internautes. Surtout du Congo. Bah oui, c'était pour vous, Youssouf aussi. Le carton de Radio Foot, il est vert et il va à Christophe Glaise avec un simple message. Libérez notre confrère qui est en prison à Tizi Ouzou. Depuis mercredi, la photo de notre confrère de SoFoot est sur la façade de la Fédération française de football et son nom sera donné avant tous les matchs de 32e de Coupe de France. Sa famille le supplie et supplie les autorités algériennes pour qu'il rentre pour les fêtes de fin d'année. Alors, free Christophe Glaise. Youssouf Moulombou, votre carton. Alors, mon carton vert, il est pour le PSG. Saison exceptionnelle. Finale remportée contre le Flamengo. Donc, voilà. Sans flamber. Sans flamber ? Non, avec des difficultés. On ne polémique pas. Avec des difficultés, mais toujours sur la pente ascendante. Donc voilà, un grand carton vert au PSG. On le signale, hein, c'est votre club formateur. Exactement. Il y a une petite photo qui est passée. Il a été facile de choisir. Donc son cœur bat pour le Paris Saint-Germain. Et c'est le premier carton de Youssouf Moulombou. Rémi. Carton vert au formateur des petits clubs. C'est-à-dire que José Mourinho. Ah oui, oui. Parce que là, on ne parle pas de lui. Vous vous rendez quand même compte qu'avec Benfica, là, il est en train d'aligner une suite de victoires, pas de défaites. Et d'ailleurs, la dernière fois, il a battu Naples 2-0. Donc ça, c'est José Mourinho qui, justement aussi, quand il était arrivé en Italie, l'Italie ne gagnait rien et puis il a remporté. Et c'est quand il était au Portugal que le Portugal a gagné la Ligue des Champions. Aujourd'hui, Mourinho, il est en train de gagner, personne ne parle et tout. Mais dès qu'il va perdre, on va commencer à dire, il est fini, il doit cesser, il doit prendre la retraite. Et il y a un proverbe africain qui dit, vous avez beau jeter la boue au ciel, ça n'empêchera pas au soleil de briller. Xavier Barré, rapidement. Porto 8 points d'avance sur Benfica. Votre carton est vert aussi. Carton vert aussi, carton vert à l'UEFA qui a augmenté de 156% sa dotation aux joueuses sélectionnées pour le dernier Euro. Ce qui fait qu'une joueuse, même éliminée dès le premier tour, elle peut espérer toucher 21 900 € pour sa participation à un Euro, une joueuse internationale. La veille, la FIFPro avait publié une étude avec les gains des joueuses. C'était 17 000 € par an dans 66% des cas des filles alignées maximum et 8 500 seulement pour la moitié des filles. Frédéric, rapidement. Carton vert, on a vu nos auditeurs en parler. Matvei Safonov, héros du Paris Saint-Germain, la Coupe intercontinentale, les 4 arrêts lors des tirs au but. Et on a appris aujourd'hui qu'il s'est cassé la main gauche, il s'est fracturé la main sur l'une des parades. Mais il a permis au PSG de gagner. Oui, mais il sera absent pendant 1 mois. Safonov. On en reparlera. C'était le Café des Sports juste avant la CAN. Bonne CAN à tous et on se retrouve la semaine prochaine.